Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Les déchetteries de Martinique sont à nouveau fermées. Cette fois, les agents du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets manifestent leur mécontentement quant à leurs conditions de travail. Les policiers martiniquais ont rejoint le mouvement de mobilisation nationale. Ils font part de leurs doléances. L'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations? C'est le thème du colloque scientifique international qui aura lieu du 26 au 28 octobre prochain, chez nous et en Guadeloupe. Enfin, nous avons assisté à l'exposition d'Ambre Gustave, une jeune étudiante en design graphique. C'était au campus caribéen des Arts. Les 11 déchetteries de la Martinique étaient donc fermées ce lundi 24 octobre. Les agents du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets sont en grève depuis ce matin. 9 mois après le protocole d'accord signé avec la direction, les salariés jugent les améliorations apportées insuffisantes. Ils dénoncent les mauvaises conditions de travail, notamment le manque d'équipement dans certaines déchetteries. Leurs revendications portent également sur la revalorisation des salaires et la titularisation de certains agents. Une réunion a eu lieu ce matin entre les employés et la direction. Nous y reviendrons. Une autre situation qui suscite le mécontentement, en dépit des promesses et des nombreux accords, la situation du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, reste toujours aussi précaire, au point que le syndicat CGTM réclame même le départ du président du SDIS, Belfort Biruta, mis en place par le président de la collectivité territoriale de Martinique, Alfred Marie-Jeanne. Le syndicat estime que les 170 sapeurs-pompiers effectuent le travail de 225 personnes et que les usagers, comme les agents, souffrent quotidiennement du manque de matériel. On sait en effet que les municipalités tardent encore à verser leurs cotisations à l'institution. Les sapeurs-pompiers se mobiliseront donc une nouvelle fois les 31 octobre et 7 novembre prochains afin de faire entendre leur voix. Le 18 octobre dernier, CDC Biodiversité, filiale de la Caisse des dépôts, a lancé le programme Nature 2050 pour attirer de nouveaux acteurs vers des actions de restauration de la biodiversité et d'adaptation des espaces naturels au changement climatique. Il s'agit d'inciter les entreprises et les collectivités à s'engager sur ce genre d'action. Si on parle de 2050, c'est parce que c'est à cette période que les changements de climat annoncés devraient provoquer des effets. Mais c'est maintenant qu'il faut agir. En fait, le projet de CDC Biodiversité est de créer un nouvel outil de financement de la transition écologique en finançant un certain nombre de projets. 6 projets sont déjà actés et 2 autres sont en cours, dont un avec l'hôtellerie Accor. Aucun pour l'instant ne concerne les Outre-mer, mais il en a été question au moment du lancement du programme Nature 2050. On ne sait pas s'il y a véritablement en Martinique des entreprises vraiment intéressées au point d'y investir pour la restauration de la biodiversité et l'adaptation des espaces naturels au changement climatique. La prime EDF qui accompagne l'achat de chauffe-eau solaire ne sera désormais plus doublée à l'occasion de la Foire Expo et du Salon de l'Habitat. Un autre système de primes devrait remplacer ce dispositif. Pour les professionnels, c'est une bonne nouvelle, puisque les clients seront encouragés à faire leurs achats tout au long de l'année, plutôt qu'à l'occasion de ces 2 temps forts. Au début du mois, le réseau de fermes Défi a invité une quarantaine d'agriculteurs à participer à la visite de plusieurs exploitations à Petit-Bourg et au François. Cette rencontre organisée par le réseau Défi, démonstration, expérimentation et production de références sur des systèmes économiques en produits phytopharmaceutiques, s'inscrivait dans le cadre du plan Ecophyto 2. Un plan qui a pour objectif principal de réduire de 25% l'usage des intrants chimiques dans l'agriculture martiniquaise d'ici 2020 et de 50% à l'horizon 2050.
Pour y parvenir, la quarantaine d'exploitations agricoles adhérentes au réseau se fait la vitrine des nouvelles techniques permettant la mise en place de moyens alternatifs de lutte contre les maladies et les parasites des plantes, de fertilisation, etc. Le but de cette visite, à laquelle une délégation d'exploitants guadeloupéens s'était jointe, était donc de permettre aux professionnels du secteur d'échanger et d'apprendre autour des méthodes de culture préconisées par le réseau Défi, mais également d'encourager de nouvelles adhésions. Espérons que la transition vers une forme d'agroécologie bénéfique tant sur le plan environnemental et sanitaire que sur le plan économique saura se concrétiser dans les prochaines décennies. Samedi 22 octobre dernier, à la prison d'Arcahaie en Haïti, un gardien aurait oublié de verrouiller l'une des cellules. La suite est des plus chaotiques. Plusieurs prisonniers ayant réussi à atteindre l'arsenal du pénitencier, la situation a dégénéré en fusillade et évasion générale. Bilan, sur les 260 détenus, 174 se sont échappés. 11 seulement ont pu être rattrapés, un est accidentellement mort dans sa fuite, un gardien a été tué et 2 autres blessés. C'est actuellement une véritable chasse à l'homme qui se déroule dans la région nord-ouest de Port-au-Prince. Vendredi 21 octobre, à l'occasion de la journée d'intégration des 16 nouveaux jeunes en contrat d'alternance à EDF Martinique, nous étions conviés à une conférence de presse. C'était au siège de l'entreprise, à la Pointe des Carrières, à Fort-de-France. La campagne de recrutement d'alternants lancée en juin dernier a donc porté ses fruits. Dès le mois de septembre, EDF Martinique a accueilli 16 jeunes martiniquais dans ses équipes. Cette journée d'intégration était donc l'occasion de rencontrer les nouvelles recrues et de découvrir les métiers qu'elles vont exercer pour une période d'1 à 2 années en fonction des diplômes préparés. Selon Jean-Charles Luneau, directeur des ressources humaines, EDF en Martinique est engagé depuis de nombreuses années pour promouvoir l'emploi et la formation des jeunes sur le territoire. Ainsi, le fournisseur d'énergie accueille en permanence une trentaine de jeunes en alternance, une voie privilégiée d'insertion par la formation, de professionnalisation, mais aussi de transmission des savoir-faire. Les domaines de formation sont variés et vont du bac professionnel au bac+4. Depuis 2003, pas moins de 149 jeunes ont ainsi eu l'opportunité de réaliser leur alternance au sein de l'entreprise et 90% d'entre eux ont obtenu leur diplôme. Cette année, les nouveaux alternants suivent des formations en électronique, en comptabilité-gestion, en marketing opérationnel, en développement durable ou encore en ressources humaines. Lors de cette journée d'intégration, nous avons rencontré des profils très variés donc et surtout des jeunes dynamiques et enjoués. Nous leur souhaitons bien entendu la réussite de leur projet. En matière de formation académique, un débat se déroule actuellement en France à propos de ce cycle d'études qu'on appelle le master. On se demande si, comme c'est le cas aujourd'hui, on va continuer à aller directement de la licence au master ou si, pour relever le niveau de ce dernier, on imposera une sélection après la licence. Et puis, notez que pour le syndicat d'enseignants du SNETA-FO, le bilan de la rentrée du lycée Schellcher sur le site de la Pointe des Nègres n'est pas un bon bilan. D'après le syndicat, les enseignants subissent des affectations inadéquates et certains élèves, à défaut de pouvoir entrer dans les filières souhaitées, sont contraints de se réorienter ou de se tourner vers le privé. L'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations? C'est le thème du colloque scientifique international que proposera l'association First Caraïbes, présidée par le professeur Aimé Charles Nicolas, du 26 au 28 octobre prochain. C'est la semaine dernière qu'a eu lieu une conférence de presse annonçant cet événement très attendu qui se tiendra donc à l'hôtel La Batelière les mercredis et jeudis 26 et 27 octobre et au Memorial Act en Guadeloupe le vendredi 28 octobre. Il s'agira pour les intervenants d'évoquer l'esclavage et les traumatismes qu'il a provoqués, que l'on pense à la traite transatlantique, au partage familial, au marronnage, au code noir
ou encore aux théories raciales qui voient le jour au XIXe siècle et placent le noir entre le singe et l'homme dans l'évolution darwinienne. L'historien martiniquais Gilbert Pagot a expliqué que la question de l'esclavage et ses conséquences sur les femmes et les hommes qui y sont liés plus ou moins directement se pose dans tous les pays qui ont connu le phénomène. Pour comparer le vécu des uns et des autres, de nombreux pays de la Caraïbe, d'Amérique du Nord et du Sud, des Africains ont été invités à participer à ce colloque scientifique international. Les échanges promettent ainsi d'être riches. L'objectif, c'est aussi de permettre une diffusion de ces savoirs multiples qui seront exposés aux jeunes tout particulièrement. Il est en effet important que les recherches scientifiques soient accessibles pour nourrir les réflexions de chacun, jeunes ou moins jeunes. Rappelons que First Caraïbes, créé en 2000, se définit comme un lieu de recherche notamment qui vise à aider les chercheurs ou encore à promouvoir l'éducation populaire. Présidé par Michelle Obama, la première dame des États-Unis d'Amérique, un comité d'honneur a été constitué dans le cadre de ce colloque sur l'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations. Citons quelques-uns de ses membres, Toni Morrison et Derek Walcott, prix Nobel, Maryse Condé, prix de l'Académie française et Patrick Chamoiseau, prix Goncourt. Cette manifestation est très attendue par les Martiniquais qui sont avides d'en savoir davantage sur leur histoire et sur celle des autres. Le colloque est d'ores et déjà complet. Il est donc question que les échanges entre les différents participants soient retransmis sur Internet pour permettre au plus grand nombre d'en profiter. Le mouvement Martinique citoyenne a fait sa rentrée politique hier, dimanche 23 octobre, au domaine de Tivoli, à Fort-de-France. Ce mouvement, qui entend permettre aux citoyens de s'exprimer, quelle que soit leur expertise politique, a vu le jour pendant l'élection de la collectivité territoriale de Martinique. Le mouvement a prévu de mener plusieurs projets, notamment des projets sociaux, des projets d'insertion et des projets éco-citoyens. Vous le savez, il existe dans chaque commune des centres communaux d'action sociale, les CCAS. Il s'agit de structures présidées par le maire et dont la vocation est de venir en aide aux plus démunis. Même lors de la création des intercommunalités, les CCAS ont continué d'exister. La loi NOTRe, nouvelle organisation de la République, se caractérise, on le sait, par une concentration encore plus grande des communes. La question était donc posée de savoir si elle allait également entraîner la disparition des CCAS et le renforcement des CIAS, les centres intercommunaux d'action sociale qui œuvrent au niveau des intercommunalités. Une étude récente démontre que les CCAS vont continuer de fonctionner comme par le passé. Et puisqu'on en parle, on ne peut qu'être étonné du peu d'impact que semble avoir la loi NOTRe sur l'organisation territoriale de la Martinique. C'est pratiquement comme si elle n'existait pas. Faut-il en conclure que notre système est parfait? Pas si sûr. En France, il existe de nombreux minima sociaux, dont le plus connu, notamment en Martinique, est le revenu de solidarité active, le RSA. Écoutez plutôt. Il y a donc le RSA. Il y a aussi l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'allocation supplémentaire d'invalidité, la prime transitoire de solidarité, le revenu de solidarité outre-mer, l'allocation veuvage, l'allocation temporaire d'attente, l'allocation pour demandeurs d'asile. Bien entendu, ces allocations concernent plus ou moins de personnes. Par exemple, le RSA en France concerne 2 530 000 personnes, tandis que le revenu de solidarité outre-mer, qui est tout autre chose, ne concerne que 9 842 personnes. À un certain moment, le gouvernement a pensé fusionner toutes ces aides qui concernent en tout 4 millions de personnes, mais il a renoncé devant la difficulté du projet. Rappelons que certains économistes plaident pour ce qu'ils ont appelé le revenu universel garanti, appelé également le revenu d'existence. Il s'agit de faire en sorte que tous les ressortissants de l'État, travailleurs ou pas, puissent bénéficier d'un revenu minimum. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.